Madame, Monsieur, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau challenge sur Antenne A, la chaîne de référence, ou pour ce nouveau programme Grands Enjeux, qui va essayer de vous aider à comprendre les enjeux auxquels nous, la RDC, en tant que nation, nous faisons face. Comment est-ce que nous pouvons, dans cette mer internationale, mener notre barque. Et régulièrement, nous allons recourir à des experts du domaine pour essayer d'amener à la portée de tout le monde, parfois, la connaissance qui est cachée. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie, les enjeux stratégiques de la diplomatie congolaise au vu de l'évolution du monde actuel. Nous avons donc pour invité Henri Désiré Nzouzi, qui est producteur associé du journal télévisé diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. C'est quoi déjà, brièvement, les journaux télévisés diplomatiques? Alors, c'est un programme qui est dédié aux acteurs de la vie internationale. Alors, par acteurs de la vie internationale, on entend bien évidemment les États, les gouvernements, les missions diplomatiques, les institutions financières internationales, les multinationales, les ONG et même, figurez-vous, les diasporas. L'idée, c'est de faire interagir ces différents acteurs qui sont actifs ici en RDC, que ce soit au niveau diplomatique, consulaire ou au niveau tout simplement économique, puisque c'est eux qui font bouger les lignes et de manière beaucoup plus générale, ce sont des structures qui, par leurs agissements, par leur comportement, impactent sur la marche du monde. Et donc il était important d'accueillir des représentants de ces différentes structures pour pouvoir s'enquérir de la situation dans le monde, mais en particulier en RDC, puisque l'objectif c'est de pouvoir identifier ces acteurs et de savoir ce qu'ils font dans notre cher et beau pays. Mais on sait que le monde diplomatique, c'est aussi le monde de la réserve, du silence. Comment vous parvenez à les faire parler? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord la diplomatie a beaucoup évolué en fait. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs qui permettent à des États de pouvoir être actifs, être surtout en capacité de pouvoir contribuer au développement du pays. Je pense notamment à la coopération, alors appelons ça coopération internationale, coopération au développement, autour desquels s'articulent en fait des projets qui sont dédiés à des sites, des zones. On cible des populations et l'idée c'est d'aller aussi vers les bénéficiaires de ces projets pour savoir ce qu'ils en pensent et connaître un peu la chaîne qui permet de l'élaboration du projet à sa mise en œuvre, qui sont les acteurs qui interviennent régulièrement et savoir finalement s'ils ont d'une certaine manière obtenu satisfaction dans la mise en œuvre du projet. Oui, je vais finir votre présentation en indiquant que vous êtes contributeur à La Voix de l'Amérique, consultant à Medi TV et Vox Africa. Donc, vous êtes un confrère quelque part. On peut dire ça comme ça. Et je n'aurais pas fini en précisant que vous êtes maître des cérémonies des très grandes renommées. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'immense privilège d'animer 2 éditions consécutives du Makutano. Makutano 5 et 6 en 2019 et 2020. Et puis il y a évidemment des rencontres importantes comme le KBM, le Katanga Business Meeting. Il y a eu également la Semaine de la Science et des Technologies, le Forum économique du Lualaba. J'essaie aussi d'aller à l'intérieur parce que je pense qu'il est important de partager cette expérience pour contribuer aussi à la visibilité des provinces. J'ai également modéré les débats du premier Forum économique du Congo central. Il y a plusieurs événements, mais je ne pourrais pas tous les citer ici. Voilà. Alors, revenons donc à notre sujet. La diplomatie correspond à la mise en œuvre de la politique étrangère d'un État. La défense des intérêts nationaux constitue donc l'un de ses principaux objectifs selon l'une des définitions de ce domaine. Alors, une analyse des experts en diplomatie indique qu'il s'est observé depuis 2019 une refonte significative de la politique étrangère de la RDC et des objectifs qui lui sont assignés. Cette redéfinition stratégique marquée par
un important activisme sur les plans international et continental a permis à la RDC de briser l'isolement diplomatique auquel faisait face les pays depuis 2016 et de reprendre la coopération avec plusieurs partenaires importants et de redynamiser sa présence au sein des organisations internationales et des communautés économiques régionales. C'est de cela que nous allons plus ou moins parler avec vous pour comprendre si le pays peut aller plus loin que cela, si le pays dispose des atouts pour être un acteur international de premier rôle et comment y parvenir. Alors, la question, la première, ce serait, depuis les changements de régime en RDC, avez-vous l'impression qu'il y a des indicateurs probants d'une révision de la politique étrangère du pays? Alors, je dirais d'abord qu'il y a eu, je vais utiliser un langage un peu imagé, il y a eu un alignement des planètes pour la RDC sur le plan diplomatique. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède à la magistrature suprême, le 24 janvier 2019, quelques mois après, il est accueilli par la communauté, notamment internationale, via notamment l'Union africaine, où il hérite déjà d'une des vice-présidences de l'organisation. Et sachant le fonctionnement de cette organisation, il n'y avait aucun doute, effectivement, que la RDC allait hériter de la présidence en exercice de l'Union africaine, ce qui s'est fait en 2021. Tout le monde se souvient que le 5 février 2021, la RDC a dirigé l'Union africaine, et ce jusqu'au mois de février de cette année. Il y avait donc une opportunité. Il y avait le mobile et l'opportunité. Le mobile, c'est le fait qu'il y avait un changement de régime, effectivement, et l'opportunité, c'était pour ce nouveau régime de pouvoir être non pas dans une rupture, mais de revenir aux fondamentaux de la politique extérieure de la RDC. Globalement, c'est la non-ingérence dans les affaires des États, c'est le bon voisinage et des politiques de coopération, c'est l'intégration régionale, bien évidemment, et toutes ces valeurs qui ont toujours fondé notre diplomatie l'ont parfois été battues en brèche. Et là, nous avons eu une opportunité de revenir aux fondamentaux avec une politique plus volontariste. Nous avons eu maille à partir avec certains États, avec certains pays. La visite royale, notamment, était une manière de normaliser nos relations avec la Belgique, étant donné que les dernières années qui ont précédé la fin du régime précédent ont été principalement marquées par, disons, un refroidissement des relations. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il a fallu attendre presque 5 ans pour que la RDC ait un nouvel ambassadeur à Bruxelles. Donc, véritablement, une opportunité de revenir sur le devant de la scène et d'utiliser toutes ces tribunes, tous ces cénacles pour porter haut et fort la voix de la RDC. Je parlais de l'alignement des planètes parce qu'en fait, à quoi avons-nous assisté? À la fin de la mandature de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous avons hérité de la présidence en exercice de la SADC et de la CIAC. Alors, certains diront c'est excessif, comment avons-nous fait, etc. Il n'y a absolument aucun secret. Pour la CIAC, c'est une présidence tournante, évidemment, c'était le tour de la RDC, et c'est un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ces 2 présidences en exercice, et c'est donc pour lui une écrasante responsabilité d'utiliser ces 2 présidences comme levier pour, d'une part, porter haut et fort la voix de la sous-région, organisée dans ces différentes zones, bien évidemment, et surtout promouvoir les intérêts bien compris de la République démocratique du Congo et de son peuple. Mais vous savez que c'était au sein même de l'Union africaine qu'il y a eu une forme de contestation contre l'élection du chef de l'État, déjà aux premières heures. Alors, on va dire... Alors, il faut d'abord se souvenir qui était président en exercice au moment justement de cette contestation. C'est Paul Kagame. Oui. Mais vous savez, il y a ce que l'on appelle le principe de réalité. Je pense qu'il y a eu, disons, l'erreur en tout cas qui a été commise, c'est celle d'avoir voulu aller plus vite que la musique. Oui. Vous prenez une initiative sans vous assurer qu'elle sera
avalisé, cautionné, suivi, alors que un des mérites de la diplomatie, finalement, c'est que même lorsque l'on prend de mauvaises initiatives, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour essayer de les corriger. Et cela se traduit souvent par des changements d'attitude, par des basculements d'alliance, par un rééquilibrage au niveau de la perception des enjeux, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous avez effectivement d'autres structures, d'autres États, ces acteurs de la vie internationale, qui, eux, prennent plutôt le chemin inverse, celui de la validation. Et à un moment donné, vous n'avez d'autre choix que de vous aligner. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il faudrait aussi avouer que c'était quand même aussi une première victoire diplomatique, le fait d'avoir su contrer cette engeance. Mais par la suite... la RDC s'est montrée assez proactive sur le plan international. Je crois que, à contrario, on a reproché au chef de l'État d'avoir fait 1001 voyages budgétivores. Comment comprendre aujourd'hui, d'abord, restons sur le plan régional, cette forme d'activisme du chef de l'État, quand on sait qu'on a 9 voisins qui ne sont pas nécessairement animés de la bonne volonté. Alors, la RDC n'est pas une île éloignée de tous, c'est encore moins une citadelle assiégée. 9 voisins, vous l'avez rappelé, un rôle éminemment central dans la sous-région, des richesses que l'on ne peut même pas décrire, puisque on ne parle même plus de scandale, mais c'est une situation évidemment que beaucoup évidemment nous envient. Lorsque la RDC éternue, ses voisins attrapent le rhume. Et donc, avoir une sous-région qui soit stable passe évidemment par une RDC pacifiée. Et bien évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des velléités expansionnistes qui se sont manifestées ces dernières années, qui continuent d'ailleurs à se manifester. Il nous appartient donc de prendre la pleine mesure de ces menaces pour pouvoir agir en conséquence. Le 25 février 2013 a été signé à Addis Abeba l'accord cadre, le fameux accord cadre. Nous sommes en plein activisme du M23 et les 11 pays de la CIRGL, dont fait partie la RDC, prennent conscience de la nécessité de mutualiser leurs efforts, même si certains ont toujours agi avec des arrière-pensées, mais la nécessité de mutualiser leurs efforts pour sécuriser la sous-région. Parce qu'en fait, dans une logique d'intégration régionale, dans une dynamique d'échange entre les États, il est important d'avoir des zones de stabilité. Certains ont peut-être intérêt à avoir un Congo faible pour pouvoir agir en toute impunité, mais malheureusement c'est un mauvais calcul, même si l'on sait par ailleurs que nous n'échappons pas à des complicités internes, mais je pense que la volonté que nous avons, et au premier chef desquels le chef de l'État, le président de la République, c'est véritablement de créer les conditions d'une zone de stabilité. Alors, certains ont ironisé sur le fait qu'il tendait la main et que cette main restait en l'air. Il était dans son rôle. On ne pourra pas lui faire grief d'avoir essayé. Oui, mais au notamment d'avoir essayé ouais, de ramener tout le monde à la table des discussions pour les conscientiser sur la nécessité de vivre en bonne intelligence. Vous savez, c'est soit de s'unir, soit de périr. Parce que en même temps, cette politique diplomatique volontariste du chef de l'État a connu une sorte d'auréole lorsqu'on a vu la RDC vouloir jouer un rôle majeur entre ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda, pour contribuer avec l'Angola, avec l'aide de l'Angola, à pouvoir décrisper la tension entre ces deux États. Mais aujourd'hui, on a une forme de retour de la manivelle et que on dirait que la RDC n'a plus que sa diplomatie pour faire face à une agression. Il faut savoir que, d'abord, la politique est extrêmement dynamique, surtout en matière de politique étrangère. Les enjeux changent en permanence de dimension, c'est-à-dire que ce qui était valable il y a 6 mois ne l'est plus aujourd'hui. On avait effectivement Kampala et Kigali, je rappelle quand même, 2 armées qui se sont tirées dessus à Kisangani en l'an 2000, tout le monde s'en souvient, 2 pays qui se sont regardés en chiens de faïence pendant plusieurs années, qui ne se parlaient même plus et qui
petit à petit, ont repris ensemble la voie de la réconciliation, au détriment peut-être de la RDC. Mais je vous donne un autre exemple très très simple. Vous savez que le rôle du Rwanda a été reconnu dans un rapport onusien quant au soutien apporté au M23. Il faut savoir que lorsque la RDC et l'Ouganda ont pris l'option au mois d'octobre 2021 de pouvoir mener ensemble des opérations conjointes pour débusquer les dernières poches de résistance ADF, ex-ADF Nalu, Kigali a très mal pris la chose, parce que Kigali a toujours estimé que son rôle était garanti dans une forme de sécurisation de la sous-région, et s'est toujours senti isolé. Et vous remarquerez que chaque fois que Kigali s'est senti isolé ou marginalisé par une démarche collective au niveau de la sous-région, elle a toujours utilisé comme variable d'ajustement certains groupes armés qui lui étaient éventuellement acquis ou qui pouvaient lui servir de moyen de pression. Et c'est ce que l'on a vu ces dernières années. Ça commence avec le CNDP de Kunda, le M23, en passant par les Jules Mouteboussi, etc. Donc, les choses évoluent. Et on peut effectivement s'étonner que, malgré cette main tendue, eh bien, on ait été poignardé dans le dos. Mais j'allais dire, c'est de bonne guerre. Les États n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui Kigali estime qu'il est dans son intérêt de se rapprocher de Kampala au détriment de Kinshasa, c'est son droit le plus strict. Mais alors, mais oui, bien sûr. Pour revenir au deuxième aspect de ma question, oui. Comme on dit, la diplomatie est une autre façon de faire la guerre lorsque la guerre s'arrête. Mais dans les cas d'espèce, j'ai comme l'impression que nous n'avons que la diplomatie. Alors, deux choses. Nous devons d'abord épuiser toutes les voies qui sont à notre disposition. La guerre, l'affrontement est une mauvaise solution. Nous devons explorer toutes les voies de sortie de crise pour pouvoir effectivement être en capacité de résoudre le problème. Je rappelle qu'il y a à l'heure actuelle deux processus qui sont concomitants. Vous avez le processus de Luanda avec cette feuille de route qui doit encore être bien précisé, et vous avez le processus de Nairobi. Je rappelle que Nairobi a abrité en décembre 2013 les fameuses déclarations de Nairobi entre le M23 et la RDC, d'ailleurs, les déclarations dont se sert aujourd'hui le M23 pour justifier son activisme, au motif que nous n'aurions pas respecté notre parole. Toute l'idée aujourd'hui consiste à faire en sorte que ces deux processus puissent converger. Alors, vous avez une initiative parallèle qui est la brigade d'intervention des États d'Afrique de l'Est qui ont commencé à se déployer. Le Burundi est le premier pays à avoir dépêché des troupes. Et vous savez, il y a une notion que l'on appelle fight and talk en anglais, c'est-à-dire que combattre vous pouvez négocier, etc. Parce que lorsque les positions changent sur le terrain, ça modifie le rapport de force, forcément. Et à ce niveau-là, il faut savoir que l'option qui, pour l'instant, me semble être la plus prometteuse, c'est celle d'aller le plus loin possible dans les deux processus que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous avez la médiation angolaise et vous avez le processus de Nairobi, mais en sachant par ailleurs que nous avons la responsabilité de restaurer, de rétablir l'autorité de l'État lorsqu'elle est menacée dans des zones qui sont prises pour cible par des groupes terroristes. Et ça, c'est non négociable, évidemment. On ne fera jamais grief à la RDC de faire la guerre contre des groupes terroristes parce qu'il y va de sa sécurité et c'est quelque chose qui relève de sa souveraineté. Vous avez évoqué tout à l'heure la brigade de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont fait partie du reste la RDC, qui trempe aussi dans la région des Grands Lacs, qui est aussi dans l'Afrique, la communauté de l'Afrique centrale, et qui est aussi en même temps dans la communauté de l'Afrique australe, la SADC. Est-ce que la RDC est-elle toujours la fameuse gâchette de l'Afrique dont parlait Frantz Fanon? Alors, on va faire un peu d'histoire. En 1980, le secrétaire général de l'OUA était Edem Kodjo. Et sous son impulsion sera adopté le fameux plan d'action de Lagos. Ce plan, très ambitieux, ça fait 42 ans, n'a jamais été mis en œuvre, je vous rassure tout de suite. Mais que prévoyait ce plan? Il prévoyait simplement un morcellement de l'Afrique en 5 zones, en 5 pôles de développement économique,
avec à chaque fois à sa tête une locomotive. À l'époque déjà, le Zaïre était considéré comme la locomotive de l'Afrique centrale. Vous aviez l'Afrique du Sud en Afrique australe, vous aviez le Nigeria en Afrique de l'Ouest, le Kenya en Afrique de l'Est, et si je ne m'abuse, l'Algérie ou l'Égypte au niveau de l'Afrique du Nord. L'idée, c'était de faire en sorte que se développent des zones économiques viables. Certaines avaient déjà pris un peu d'avance, avec notamment la libre circulation des biens et des personnes. L'idée, c'était véritablement de pouvoir créer ces zones et ensuite de les interconnecter. Ce qu'on essaye de faire en fait avec la ZLECAf, en réalité, depuis le 1er janvier 2022, cette ZLECAf est entrée en œuvre, même s'il n'y a que 36 ou 37 pays sur les 54 ou 55, c'est selon, qui ont ratifié. Et donc, la RDC, fort de ces différents échecs d'initiatives, de tentatives justement de créer des zones viables, s'était déjà lancé dès 1976 avec la Communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL, où le rôle du Zaïre de l'époque était bien évidemment reconnu. Et vous aviez des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, qui étaient, on va dire, un peu à la remorque et qui bénéficient d'un leadership éclairé de l'époque. Ensuite, vous avez d'autres zones qui ont vu le jour progressivement, vous l'avez évoqué, la SADC, vous avez le COMESA, vous avez le CENSAD, la CIAC, bien évidemment. Et le fait que le pays adhère à ces différentes organisations n'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir de la lisibilité par rapport aux objectifs qui sont poursuivis. C'est un peu comme quand vous ouvrez plusieurs ambassades. Vous avez des pays où vous n'avez pas forcément intérêt à ouvrir une ambassade parce que vous n'avez aucun échange particulier et vous avez ce que l'on appelle une, comment dirais-je, une juridiction en fait supplémentaire, extension de juridiction. Je prends un bête exemple, c'est comme si vous aviez un ambassadeur à Lisbonne, mais qui a juridiction sur Madrid. Donc vous n'allez pas envoyer deux ambassadeurs à ce niveau-là. Mais ici, il s'agit de garantir une présence en veillant, et c'est peut-être ça notre péché, je dirais, originel, c'est d'avoir voulu adhérer à toutes ces organisations sans forcément se donner les moyens d'y peser. Et qu'est-ce que j'entends par peser? C'est d'abord être à jour de ses cotisations, parce que quand vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, il y a deux conséquences, pas de vote, pas de prise de parole. Donc ça nous affaiblit bien évidemment. Et vous parlez de dynamique, moi je parlais d'alignement des planètes, c'est qu'effectivement maintenant la RDC est entendue dans ces différents cénacles, parfois où elle n'avait pas l'opportunité de le faire. Il y a un dernier élément qui me paraît important, c'est que nous avons la possibilité d'y être représentés par des fonctionnaires internationaux qui nous représentent et qui font partie, je dirais, de ces équipes-là. Et ça permet aussi à l'RDC d'avoir un instrument d'influence dans sa politique extérieure. Alors, une dernière petite chose pour peut-être fixer les idées pour ceux qui nous suivent. Les images que nous voyons très souvent sont parfois trompeuses, en fait. Parce qu'en réalité, les grandes décisions ou les arrangements ou les consensus les plus importants se font souvent loin des caméras. Vous avez cette diplomatie qui est très agissante. Vous parliez du culte du secret, de la discrétion, de la réserve, effectivement. Et c'est cette diplomatie-là, en fait, qui moi, m'intéresse, puisque c'est elle qui fait avancer les choses, qui fait bouger les lignes et qui, au final, permet à la RDC de disposer véritablement d'un instrument d'influence qui lui permet à la fois de faire prévaloir ses intérêts les plus vitaux, mais surtout de se poser en interlocuteur incontournable sur la scène africaine et sous-régionale. Oui, on l'espère en tout cas, parce que, bon, c'est vrai, il y a cet activisme, mais bon, il reste quand même que les pays puissent réellement occuper aussi des postes décisionnels dans toute cette machinerie diplomatique africaine. C'est aussi un défi. Ça a été le cas dans le passé, on le sait. Nunda Boulou à la CIAC, Zaidi Ngoma à l'UNESCO. Nous avions Feu Gérard Kamanda qui était secrétaire général de l'OUA. C'est vrai que maintenant, il faudrait revenir, j'allais dire, à cette situation antérieure. Absolument. Il va falloir que le pays puisse fournir des efforts sur ce plan. Mais je voudrais qu'on parle de la RDC, vu de l'Afrique. Est-ce qu'il devrait exister une politique
non, j'allais dire, une diplomatie commune pour l'Afrique par rapport aux enjeux internationaux. On sait que le chef de l'État, quand il était président de l'Union africaine, il a certes permis de réjaillir les enjeux de la RDC à travers l'Afrique et le monde. Mais est-ce qu'il faut une politique permanente de cette nature? Alors, d'abord, les États sont souverains, indépendants. Et donc, cette souveraineté leur autorise de souscrire librement à des engagements internationaux. Et donc, à pouvoir se choisir les alliés qu'ils souhaitent, les partenaires qu'ils souhaitent, indépendamment du fait qu'ils participent ou qu'ils font partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne pense pas que l'on puisse parler de politique extérieure commune. C'est très compliqué, même si au niveau de l'Union européenne, nous avons ce que l'on appelle le monsieur ou la madame politique étrangère et sécurité commune. C'est une manière simplement de mutualiser les efforts sur certains dossiers spécifiques qui ne remettent pas en cause la capacité des États à pouvoir agir. Je donne un exemple très, très simple. La France est un membre éminent de l'Union européenne, mais ce n'est pas l'Union européenne qui a envoyé Barkhane au Mali. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Afrique a une forme de destin commun face aux autres qui considèrent l'Afrique comme étant... Alors, il y a effectivement des périls. Oui. Et aujourd'hui, paradoxalement, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, on verra, l'histoire tranchera. Ce sont plutôt les opinions publiques qui sont en pointe sur ce dossier-là, lorsque, par exemple, c'est un exemple que je donne, vous avez en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina et en Guinée, une opinion publique qui est extrêmement hostile à la France, par exemple. Alors, à tort ou à raison, la communauté internationale est parfois perçue comme beaucoup trop intrusive et donc soucieuse d'empêcher les Africains à pouvoir se choisir librement leur destin. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que les Africains doivent, et là je parle évidemment au niveau institutionnel, c'est-à-dire les États et les gouvernements, être en capacité de se mettre d'accord sur une ligne de conduite et ne pas fléchir à la première difficulté. Et ça, c'est un exercice extrêmement compliqué parce que je dirais que l'intérêt de l'Afrique s'arrête là où commence l'intérêt des États. Il y a des États qui ont intérêt à poursuivre leur coopération avec certains pays occidentaux, certains partenaires, parce qu'ils ont des débouchés beaucoup plus rapidement que dans un cadre strictement africain. Et c'est un équilibre qu'il faut en permanence essayer de maintenir. Ce n'est pas facile, mais il faut que nous ayons des réponses communes, fortes, pour pouvoir agir de concert, plutôt que de crier en permanence au complot venu de l'Occident. Oui, vous avez évoqué les cas de cette fronde des opinions nationales de certains États africains contre la France. Et dans le même temps, on remarque qu'il y a une forme de sympathie à l'égard de la Russie. Et parfois, la Chine qui est un peu proactive aussi en Afrique, visiblement... les destins de pas mal de nations, que ce soit occidentales ou bien même au Moyen-Orient, est bien projeté en Afrique. Il va falloir que les Africains puissent aussi comprendre cela. Mais ma question, c'était, on a l'impression qu'il y a une échelle de valeurs différente dans la manière de faire des Occidentaux. Là, je vois l'Europe et les Amériques, beaucoup plus l'Amérique du Nord, et une échelle des valeurs différentes avec ce qui se fait, par exemple, en Chine, en Russie, en Inde, les rapports qu'eux, ils ont avec les États africains. Oui, la différence, elle est essentielle, elle est fondamentale. Les Occidentaux misent beaucoup plus sur les valeurs, sur les principes, et donc sur des conditionnalités. Et là où les pays africains se sentent un peu agressés, c'est lorsque, à travers ces conditionnalités, à travers ces principes, on remet inconsciemment en cause leur capacité de jugement et leur indépendance. Et ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, vous avez des acteurs émergents, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde et le Japon, qui, eux, dans la pratique, en fait, s'abstiennent
de s'ingérer dans les affaires intérieures des États africains, ce qui n'est pas du tout le cas des pays occidentaux, qui ne le font pas toujours de gaieté de cœur, puisqu'il faut quand même reconnaître aussi que sur le continent, nous avons eu des expériences diverses et variées en matière de démocratie, et qui n'ont pas toujours été couronnées de succès. Or, nous avons, excusez-moi, une majorité de pays africains qui dépendent encore de l'aide extérieure, ou de financement extérieur, et l'accès, ou en tout cas l'éligibilité à ces aides passe souvent par des conditions qui sont notamment le respect des normes démocratiques, les droits de l'homme, la justice, la bonne gouvernance, qui sont en fait des indicateurs qui aujourd'hui font partie du patrimoine universel. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir de s'asseoir à la même table que quelqu'un qui égorge des enfants le matin et qui vient le soir prendre le thé tranquillement avec vous. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des normes impératives, une échelle des valeurs sur laquelle tout le monde se met d'accord. Si vous êtes d'accord pour avancer dans telle direction pour promouvoir la paix, la sécurité, le développement et la démocratie, alors vous devez atteindre certains objectifs. C'est pour ça que nous avons par exemple plusieurs indicateurs. Vous avez l'indice Mo Ibrahim qui mesure la bonne gouvernance. Vous avez l'indice de développement humain qui vient d'ailleurs d'être supprimé, hein, qui est issu du PNUD. Vous avez aussi le Doing Business. C'est plutôt le Doing Business qui est supprimé, parce qu'il y a effectivement des indicateurs, des conditionnalités. Mais est-ce que ce n'est pas des indicateurs basés sur des valeurs occidentales qui ne, en fait, parfois ne correspondent pas à ce que veulent... Alors, le Doing Business, par exemple, effectivement, une des raisons justement de sa suppression, je rappelle que c'est la Banque mondiale qui est à l'origine, c'est qu'effectivement, il y avait des conditionnalités qui étaient beaucoup trop orientées et qui excluaient d'une certaine manière ou marginalisaient certains États qui n'avaient aucune chance d'être dans les bons critères. Et c'est une critique. Mais l'indice de développement humain s'appuie sur des choses observables. C'est par exemple l'état des infrastructures, le niveau d'éducation, c'est l'accès à l'Internet, l'accès aux besoins de base comme l'eau et l'électricité. Et là, effectivement, vous avez effectivement des pays qui, malheureusement, occupent le bas du classement parce qu'il n'y a pas eu de politique volontariste pour changer les choses. Et comme les classements se font chaque année, on peut observer, et c'est tant mieux, d'une année à l'autre, des évolutions très intéressantes qui permettent à des pays de sortir du bas du classement pour se retrouver à des niveaux beaucoup plus respectables. Alors, aujourd'hui, on est en train d'assister sur la scène internationale à une guerre médiatisée. On l'a vu comme une série avec des épisodes. C'est la guerre en Russie. Malheureusement, elle fait des victimes réelles. C'est pas comme au cinéma. Alors, est-ce que cette guerre est-elle en train de refonder les relations internationales? Alors, vous faites évidemment allusion à la guerre en Ukraine. Je parle de la guerre en Ukraine, voilà. Désolé. Autant pour moi. Alors, vous savez, dans les relations internationales, vous pouvez réfléchir de deux manières. Soit vous réfléchissez en termes de limites territoriales, c'est-à-dire les frontières entre les États, ou alors, et c'est la voie que Vladimir Poutine a suivie, il a préféré réfléchir en zone d'influence. Quand vous réfléchissez en zone d'influence, ce que vous voyez d'abord, ce sont vos intérêts vitaux et votre capacité à les préserver. Et donc, si vous estimez que dans votre zone d'influence, il y a des États qui peuvent, à un moment donné, contrarier vos intérêts, c'est ce qui s'est passé en 2014 avec la Crimée. Donc la Russie, en fait, je dirais, en tout cas Poutine a mûrement réfléchi quand il a décidé d'envahir l'Ukraine à ce niveau-là. Et donc, forcément, vous avez un tabou qui a été levé, un verrou qui a sauté. Quand vous regardez les scènes aujourd'hui de guerre, ce sont des images, les dernières images qu'on a vues en Europe de cette nature remontent au siège de Sarajevo, par exemple, et puis un peu plus loin, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est effectivement stupéfait. Mais paradoxalement, lorsque vous regardez l'attitude des pays africains, par exemple, et le vote qui a eu lieu
pas au Conseil de sécurité, mais au niveau de l'Assemblée générale, vous avez une grande partie des pays africains qui se sont abstenus. Oui. Ou qui ont voté, mais du bout des lèvres, Oui. en réalité. C'est parce que le conflit leur paraît tellement lointain et que c'est une réalité à laquelle certains pays sont confrontés. Mais il y a une deuxième raison. Sans oublier qu'il y a quand même pas mal. Il y a une deuxième raison. C'est Oui. que, effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des puissances émergentes qui offrent une alternative au modèle occidental. Et vous avez de plus en plus de pays africains qui sont séduits par ce modèle, par cette alternative-là. L'Inde. Voilà. Et cette, disons, réceptivité par rapport à cette alternative fait parfois l'impasse sur des abus ou des excès. C'est-à-dire que si l'on considère qu'il y a eu effectivement une agression de la Russie sur l'Ukraine avec son cortège d'affrontements, de dégâts matériels, etc., cela n'empêche pas certains en Afrique de considérer qu'il vaut mieux peut-être discuter avec la Russie que l'Occident, parce que la Russie, elle, au moins, nous comprend. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est un peu dans cette dynamique-là. Et puis, surtout, le fait que vous puissiez mettre en concurrence, en fait, des partenaires, ceux qui vous ont toujours tenu par le bout du nez, et avec lesquels vous n'avez jamais eu de partenariat gagnant-gagnant, et puis ceux qui vous proposent autre chose, comme les Chinois, comme les Russes, comme les Turcs. Et là, vous avez le sentiment d'exister. C'est pour cette raison que les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. À l'heure actuelle, aujourd'hui, au Conseil de sécurité, vous avez 3 pays africains qui siègent comme membres non permanents. C'est le Ghana, le Kenya et le Gabon. Ces trois pays-là, dont la candidature avait été à son temps disputée avec la RDC. Mais ces 3 pays-là se sont illustrés dans 2 résolutions récentes au Conseil de sécurité et 2 résolutions qui se ressemblent en fait. Il s'agissait de reconduire le régime des sanctions en RDC et en RCA. Ces 3 pays ont voté, ou plutôt se sont abstenus, aux côtés de la Russie et de la Chine. C'est quand même illustrant, c'est quand même parlant de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, il y a un frémissement, un début de frémissement. C'est-à-dire que maintenant, certains pays africains ne se laissent plus intimider ni impressionner parce qu'ils ont la possibilité de mettre en concurrence des alliés traditionnels avec des acteurs émergents qui leur donnent le sentiment d'avoir plus de marge de manœuvre et surtout, et ça c'est le plus important, d'être respectés. Alors, sur ces plans internationaux, comment la RDC peut jouer sa carte diplomatique? Alors, d'abord en se faisant respecter. Je pense qu'il est important que la RDC puisse d'abord être en capacité d'évaluer ses relations à l'aune de ses alliances, c'est très important, et surtout en ayant de la cohérence dans sa politique étrangère. Il ne s'agit pas de passer d'un partenaire à l'autre, il s'agit d'abord de faire prévaloir ses intérêts bien compris. Mais pour cela, il faut s'en donner les moyens. Et ça, c'est une autre histoire. Il faut de la volonté, bien évidemment, il faut de la cohérence, je l'ai dit. Et puis, il faut aussi et surtout, sur le plan intérieur, une concorde nationale. Parce que, vous savez, nous sommes en démocratie, donc on n'empêchera jamais les opposants de donner leur point de vue sur une situation. Mais je pense qu'en situation de guerre, même les opposants les plus acharnés devraient pouvoir être beaucoup plus consensuels et soutenir l'action du gouvernement, surtout lorsqu'il s'agit de rétablir la paix et la sécurité. Parce que lorsque vous avez des voix dissonantes, lorsqu'elles viennent par exemple de certains opposants, eh bien cela ne contribue qu'à affaiblir la position de notre pays sur la scène diplomatique et face à ceux qui nous combattent. Nous devons être beaucoup plus unis. Nous pouvons être en désaccord sur certaines questions économiques, sociales, mais sur les questions strictement militaires qui relèvent de la sécurité nationale, de notre intégrité territoriale, il faut qu'il y ait véritablement, sans jeu de mots, une union sacrée. Bien. Alors, on va atterrir au pays pour revenir sur cette politique volontariste qui a caractérisé la RDC sur le plan diplomatique ces 3 dernières années. Alors, c'est vrai, il y avait un côté un peu anecdotique, hein,
pour ce qui est du voyage du chef de l'État. Mais on s'est rendu compte que au tout début, ces voyages se sont révélés, ont été révélateurs sur ce qu'il voulait faire. Parce qu'il a été visiblement rencontré pas mal des gens au niveau de ceux qui... Il était souvent invité aussi, hein, il faut bien préciser les choses. Il était aussi souvent invité. Vous accédez à la magistrature suprême, oui. Il y a ceux qui sont désireux de faire votre connaissance et surtout d'en savoir un peu plus sur vos intentions. Est-ce que vous allez être dans la continuité, surtout lorsqu'il y avait conflit avec le régime précédent, ou est-ce que vous vous engagez dans la rupture? Ok. Alors, aujourd'hui, comment se présente l'enjeu diplomatique pour la RDC au vu de nouveaux développements dans la région, c'est vrai, avec nos voisins, et en rapport aussi avec les nouveaux développements sur la scène internationale? Alors, pour terminer. Il ne vous aura pas échappé que lors de la COP26 à Glasgow, en Écosse, l'année passée, le chef de l'État a positionné la RDC comme pays solution. Oui. Alors, pour ceux qui nous suivent, il est important de rappeler, et c'est très important que... le pays va recevoir d'ailleurs la pré-COP. Voilà, ouais. la pré-COP 27, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Il faut savoir, par exemple, que l'empreinte carbone de la RDC, à l'heure actuelle, est négative. Ça veut dire que la RDC, en réalité, absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Donc, c'est une position exceptionnelle que nous avons. Mais qui signifie aussi que nous ne produisons pas grand-chose. Alors, non, ça veut dire simplement... ça veut dire simplement transformation. Ça veut dire simplement que dans cette lutte contre le réchauffement climatique, nous avons besoin de la contribution de tous. Parce qu'au final, c'est quand même la RDC qui est perçue, présentée ou considérée comme véritablement une des solutions au problème. Et ça, c'est un angle d'attaque intéressant pour la RDC, pour faire d'une part prévaloir sa position et surtout de pouvoir être en capacité de négocier. Aujourd'hui, on sait que les trois grandes zones, que sont l'Amazonie et au niveau de l'Indonésie, Bornéo et la RDC, peuvent effectivement se mettre ensemble pour, un peu à l'image de l'OPEP, hein, les producteurs de pétrole, etc. Mais là, nous aurions effectivement les trois plus gros réservoirs dans le monde en termes de CO2 qui se mettraient ensemble pour pouvoir être en capacité d'agir pour non pas faire plier le monde, mais plutôt leur rappeler que les positions respectives de ces pays nécessitent une application de tous. Et donc ça, c'est un angle d'attaque assez intéressant. La deuxième chose, c'est que la position centrale de la RDC, le fameux bassin du Congo, puisqu'on en parle très souvent, on parle aussi accessoirement de l'assèchement du lac Tchad et de la possibilité de déverser une partie des eaux du fleuve Congo vers, fait que nous sommes aussi un pays solution au moment où l'eau se fait de plus en plus rare. Et la RDC ne doit pas hésiter. Le combat de l'eau a déjà commencé en Afrique, en Éthiopie. Il a commencé, effectivement, parce que quand vous êtes à la tête de richesses aussi importantes, naturelles, ressources à ce niveau-là, vous devez être en capacité de pouvoir non seulement les mettre en valeur, mais surtout attirer l'attention du monde sur le fait qu'il ne tient qu'à vous de pouvoir nous aider à les mettre en valeur, parce qu'effectivement, tant qu'il y aura des pillages, tant que nous n'aurons pas la possibilité de contrôler l'exploitation de ces différentes ressources, c'est vous qui serez perdant, même si au final, effectivement, ce sont les populations congolaises qui vont trinquer. Nous pouvons mettre en avant ce potentiel, cette capacité que nous avons, avec évidemment des sujets sur lesquels nous sommes sûrs d'être en position de force. Il y a la question environnementale, je l'ai évoqué bien évidemment. Il y a la question sécuritaire, avec 9 voisins, cela nécessite effectivement des responsabilités. Dites-vous bien que sur les 9 voisins, il y en a au moins 5 ou 6 qui veulent vivre en bonne intelligence avec la RDC. Et il n'est pas hasardeux de constater que le problème vient toujours du même côté de notre territoire, parce qu'il y a ce que l'on appelle des velléités expansionnistes. Vous comprenez? Et des tentations hégémoniques contre lesquelles nous devons impérativement lutter. C'est pour cette raison que j'en appelle, sur ce type de questions notamment, à une plus grande solidarité nationale, selon que vous soyez dans l'opposition ou au pouvoir.
Je vous remercie, Henri Désiré Zouzi. Tout le plaisir était pour moi. Madame, Monsieur, merci de l'attention que vous nous avez accordée à ces tout premiers numéros de Grands Enjeux qui a essayé de revenir sur les enjeux stratégiques de la diplomatie congolaise au vu de l'évolution du monde. À très bientôt. Au revoir.